Ok, donc on a une image. Alors c'est l'occasion de voir des choses qu'on n'a pas vues. Comment corriger en parallèle les couleurs de l'image dans Photoshop. On l'a vu, mais avec un calque de réglage de type teinte saturation, qui n'est pas le plus recommandé pour faire la correction couleur. Donc on va voir qu'on peut corriger plus subtilement les couleurs dans Photoshop en utilisant un calque de réglage de type courbe, qui est vraiment le calque le plus pro pour corriger les couleurs. Et on va voir qu'on peut aussi corriger la netteté de manière dynamique. Alors quand on dit dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait la chose, elle est encore modifiable. Ce n'est pas définitif. Bon, ben vous retournez dans Photoshop et dans Photoshop, on va mettre par-dessus le calque ici un calque de réglage de type courbe. Il faut forcément faire ça parce que quand vous amenez des images qui ont différentes sources, vous les amenez dans la mise en page, il va falloir faire en sorte que ça aille bien ensemble. Sinon, il y en a certaines qui vont être un peu verdâtres, d'autres un peu rougeâtres. Ça va se voir que c'est un peu foireux. Il faut quand même unifier un peu les couleurs, faire de la correction couleur. Alors, menu calque, j'y vais par le menu là au-dessus. Il y a d'autres manières de le mettre. Le réglage de courbe. Menu calque, nouveau calque de réglage courbe. OK. Et alors, pour changer globalement la couleur sur cette photo, pour équilibrer les couleurs, je peux ici aller sur chacune des couches, je descends, je clique sur rouge, j'augmente le rouge, ça fait plus rouge, logique. Si je diminue le rouge, ça fait plus quoi? Plus cyan. Ça marche chez vous? Alors pourquoi est-ce que ça fait plus cyan? Pourquoi est-ce que ça fait plus cyan quand je diminue la quantité de rouge? Vous savez? La complément. Ouais, c'est-à-dire plus clairement en français. Parce que moi j'aime pas trop les noms, les étiquettes qu'on met comme ça, c'est pas ce que j'appelle une explication, c'est un rangement ça. Alors, l'explication, c'est que si je diminue la quantité de rouge, ben, ce qui reste, c'est les deux autres couches, vert et bleu. Et vert et bleu ensemble, les lumières vert et bleu ensemble, ça fait du cyan. Voilà. Donc on a la même chose pour la couche verte. Si j'augmente la quantité de vert, ben, ça fait plus vert. Si je diminue, ça fait plus magenta. Parce que les deux autres couches, rouge et bleu, ça fait du magenta. Pour la couche bleue, si j'augmente, ça fait du bleu. Si je diminue, ça fait du jaune, parce que les deux autres couches, rouge et vert, ça fait du jaune. Alors ça peut vous paraître bizarre que rouge et vert, ça fait du jaune. Je vais vous montrer un petit schéma que je vais aller rapidement chercher sur le web. Vous ne le faites pas. Les cinquièmes, vous vous souvenez, là, au début, synthèse acquise, synthèse les filles, c'est moins clair, évidemment. Voilà. Ici, c'est un schéma qui montre toutes les couleurs vues par le humain. En fait, ça représente, hein, évidemment, sur la projection, là, ce ne sont pas toutes les couleurs que le humain peut voir, mais c'est une représentation schématique. Et vous voyez que, bon, quand l'œil reçoit principalement des ondes moyennes, on va dire ça, des ondes de longueur moyenne, ce qui est perçu, c'est du vert. Quand l'œil reçoit principalement des ondes, donc quand un objet émet principalement des ondes longues, c'est le rouge. Et entre les deux, ce qui est perçu quand l'œil reçoit à la fois des ondes moyennes et longues, c'est le jaune. Donc en fait, on peut considérer que le jaune, c'est une sorte de vert en quelque sorte. D'ailleurs, dans certaines cultures, c'est le cas. La couleur jaune n'existe pas pour eux, c'est juste une variante de vert. En tout cas, là, vous voyez que quand on a de la lumière verte, on va dire, des ondes moyennes, et de la lumière rouge, des ondes longues, un objet émet à la fois du vert et du rouge, ben en fait, c'est du jaune qu'on voit. C'est extrêmement simplifié et rapide comme explication, mais donc en mélange de lumière, les couleurs secondaires ne sont pas les mêmes que quand on mélange des pigments. Vous avez l'habitude de travailler avec des pigments, la gouache, les collines, de l'aquarelle? Certains, on ne le fait trop. Bon, ben voilà, donc si vous êtes plutôt habitué au mélange de pigments, vous avez compris que rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune.
Vous voulez augmenter le cyan, vous allez dans le rouge. Vous voulez augmenter le magenta, c'est dans le vert. Vous voulez augmenter le jaune, c'est dans le bleu. RVB, CMJ. Voilà. Bon, ben là, il nous faut bouger les points de manière à mettre des couleurs correctes sur cet animal. C'est vous qui voyez quelle coloration vous voulez lui donner. Évidemment, on est dans le subtil, on ne va pas nécessairement faire quelque chose de très fort comme correction. Bon, si vous êtes dans une mise en page créative, là vous pouvez y aller, vous faites un chien vert si vous voulez. Mais si c'est une mise en page sérieuse, où la photo est vraiment documentaire, elle sert à montrer quelque chose, c'est pas juste une décoration. Là, on y va sérieusement dans les retouches, on n'y va pas trop fort. Donc, pour voir l'avant et après, c'est donc le petit œil ici, et on voit avant-après. Alors, je vous donne une astuce vraiment très importante. Si vous faites de l'impression, oui, si votre document est destiné à être imprimé chez un imprimeur, il y a vraiment intérêt à faire les choses qui ont de la densité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'une image qui sort trop claire sur le papier. À choisir, il vaut mieux qu'elle soit un peu trop foncée que trop claire. Vous voyez, si vous hésitez pour la correction, il vaut mieux que les images qui sortent dans votre magazine soient un tout petit peu trop foncées que l'idéal. Par contre, trop clair, ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Ça donne une mauvaise impression chez le client. Il vaut mieux que les choses aient de la densité, vous voyez. Donc, c'est vous qui voyez. Ah oui, et en plus de corriger la couleur, vous pouvez évidemment aller sur RVB, mettre 2 points, clic, clic, et bouger les 2 points de manière à régler le contraste. Et c'est là que vous allez décider aussi de la luminosité. Vous voyez les 2 points? Ok. Ici, je vais enlever l'affichage des courbes RVB par l'arrière. Je suppose que dans C6, vous l'avez, l'affichage des courbes? Non, vous ne l'avez pas. Ok, c'était juste dans CC qu'on voyait encore les courbes rouge, vert, bleu derrière. Je suis allé dans les options d'affichage pour l'enlever. Voilà, j'ai donc 2 points sur le réglage RVB. Et en plus de corriger les couleurs, je peux corriger le contraste en faisant une courbe en forme de S, comme ceci. Vous voyez que c'est un peu une forme de S. Ça donne du contraste. Ça augmente les différences dans l'image. Ce qui était clair devient plus clair, ce qui est foncé devient plus foncé. Et si je fais l'inverse, une courbe en forme de S inversée, ça enlève du contraste, ce qui peut être intéressant aussi. Ça dépend vraiment de chaque image. Donc là, vous avez vraiment une petite formation rapide sur l'utilisation du réglage de courbe. Mettre un point dans chacune des couches pour augmenter la quantité de lumière rouge, verte ou bleue, ou diminuer. Et sur RVB, mettre 2 points et les bouger de manière à augmenter ou diminuer le contraste. Dans le menu calque de réglage, vous avez vu qu'on a un calque de réglage qui s'appelle luminosité contraste. Il ne faut pas l'utiliser, ça ne sert à rien, c'est pour les débutants. Vous êtes des pros de l'infographie. Photoshop s'adresse à des pros, mais aussi à des débutants. Il y a des gens qui achètent Photoshop pour faire de la retouche le dimanche. Et ça, ce sera plutôt pour eux. Donc il y a des choses dans Photoshop qui vous serviront jamais. Dans les mêmes menus, on peut avoir des choses qui s'adressent aux débutants et d'autres qui s'adressent aux pros. Pourquoi est-ce que luminosité contraste ne sert à rien? C'est parce qu'en fait, on sait faire la même chose dans le réglage des courbes ici. Et si je vous donnais l'explication totale sur le réglage des courbes, vous verriez qu'on peut même aller beaucoup plus loin que simplement mettre un contraste. Donc le réglage des courbes, vraiment le réglage à utiliser. Oubliez le calque de réglage luminosité contraste. Alors, on enregistre le fichier sous le même nom, donc fichier enregistré. On va dans InDesign. Et dans la palette des liens,
on voit que le lien a été modifié, le fichier a été modifié sur le disque dur. Donc dans la palette des liens, vous sélectionnez le lien et vous cliquez sur l'icône de mise à jour. Et ça se met à jour. Voilà. Donc il vaut mieux trop foncé que trop clair dans vos publications. L'idéal c'est que les images aient l'intensité nickel évidemment. Mais c'est pas toujours évident de l'obtenir et donc à choisir, faites trop foncé plutôt que trop clair. Alors on a fait une retouche dans Photoshop, ça n'a de sens que si votre écran est calibré. Il faut avoir mis une sonde sur l'écran pour être certain que on voit les images correctement dans Photoshop. Les images que Photoshop nous montre, il faut qu'on les voit correctement sur notre écran. Et ça, c'est une sonde qui peut corriger l'affichage. Ça, c'est une première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est que votre mise en page, vous avez la possibilité, avant de l'envoyer chez l'imprimeur, vous pouvez faire une simulation sur une imprimante jet d'encre. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne à la sortie et vous pourrez corriger les choses. Vous aurez vraiment... Parce que l'écran, oui, ça vous montre les choses, mais c'est encore mieux si on le voit sur papier. La simulation sur le papier. Donc le principe, c'est que l'imprimante jet d'encre est plus performante que la presse chez l'imprimeur. Au niveau du nombre de couleurs, elle peut imprimer plus de couleurs. Donc elle peut faire une simulation d'un matériel moins performant, la presse. On peut faire en sorte que l'imprimante, on réduit un peu ses capacités couleurs, on lui demande, entre guillemets, d'imprimer moins saturé. Et on regarde ce qui sort de l'imprimante, c'est donc la même chose qui sortira chez l'imprimeur. Ok, alors, pas de questions, tout va bien? Je vais me mettre en affichage de qualité supérieure, vous connaissez, menu affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Et je vais régler la netteté dans Photoshop. Vous voyez votre animal, quand vous zoomez dessus, vous voyez bien les pixels, il n'y a pas de problème. Alors on va dans Photoshop. Et cette fois-ci, on va corriger la netteté. Alors pour corriger la netteté, il y a un système que je ne vais pas vous expliquer ici qui s'appelle le Pass-O, qui est un très bon système, mais ce n'est pas une formation Photoshop, donc on ne va pas y passer trop de temps. Je vais vous expliquer le système de l'accentuation. Et alors, voilà, vous allez devoir transformer le calque qui contient le chien, là, vous allez le transformer en objet dynamique. Vous faites un clic droit à droite du nom du calque. Vous mettez le pointeur à droite du nom du calque. Vous faites un clic droit et vous demandez convertir en objet dynamique. Bon, les objets dynamiques, vous ne connaissez pas? Oui? Un peu? Ok, vous connaissez le principe, c'est que ce qu'on voyait là avant, toute l'image du chien avec son décor et le masque, sont maintenant dans l'objet dynamique. C'est un calque conteneur. Alors ce qui m'intéresse avec ce genre de calque, c'est que si je mets un filtre de netteté dessus, le filtre va apparaître dans la palette des calques. Il sera modifiable autant de fois qu'on veut, voire même on pourra le supprimer. Et ça, c'est toujours bien de faire une approche dans Photoshop, une approche non destructive, de pouvoir supprimer les choses sans que ça ait détruit des choses. Alors on y va. Filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Vous mettez le curseur seuil à 0, vous mettez un petit rayon et un gain plus fort et vous accentuez les détails. Donc le curseur seuil sur 0, ça ne marche pas. Le curseur seuil, il y a d'autres méthodes à utiliser à la place. Donc là, vous le mettez sur 0 tout simplement. Vous mettez un petit rayon et un gain plus fort et vous voyez que vous donnez de l'accentuation de détails sur la photo. Dans les formations Photoshop, j'explique que toutes les images prises avec des appareils photo numériques sont floues. C'est fait exprès, pour éviter les moirés. Je n'ai pas le temps ici de vous faire la démo, mais sachez-le que c'est fait exprès, c'est bizarre, mais toutes les appareils photo prises avec les appareils photo numériques, elles sont expressément floues. Et donc il faut récupérer la netteté
notamment par le filtre accentuation de Photoshop. Et certains appareils photo sont vendus en deux versions, une version qui fait le flou, une version qui ne fait pas le flou. Typiquement, vous avez le Nikon D800 qui existe en version D800 et version D800E. Si vous voulez en savoir plus sur les avantages de l'un et l'autre, faites une petite recherche, comparaison D800, D800E. Mais je ne vais pas prendre 15 minutes ici pour vous expliquer ça. Vous cliquez sur OK et vous avez donc le filtre qui apparaît dans la palette des calques. Si j'enlève l'œil en face du mot accentuation, ça ne filtre plus. Si je double-clique sur le mot accentuation, ça réouvre le réglage. Donc ça c'est génial, les filtres dynamiques. Les filtres dynamiques, si je vous avais dit de les utiliser avant, vous auriez dit mais où sont-ils? Mais en fait, tous les filtres du menu filtre, quand on les utilise sur un objet dynamique, deviennent des filtres dynamiques. Donc, ce sont des filtres normaux, mais utilisés sur un objet dynamique. Ok, là je fais fichier enregistré, et je vais dans InDesign et je vais faire la mise à jour. Et voilà. Bon, ben là, c'est déjà pas mal. Vous savez comment corriger professionnellement les photos avec le réglage des courbes et vous savez comment régler la netteté.